Je m'appelle Thierry Hubert. Je suis chirurgien dentiste, analyste de la pratique et hypnothérapeute. Ces différentes fonctions peuvent paraître éloignées, voire antinomiques. Pourtant, elles se résument en quelques mots : je suis soignant. Prendre en compte la douleur physique et psychique d'une personne constitue souvent une tâche complexe qui engage totalement. Qui pourrait d'ailleurs prétendre traiter l'une sans l'autre. J'ai toujours eu le souci dans ma pratique de soigner les patients dans leur globalité et non comme des pathologies ou des organes dysfonctionnants. C'est sans doute ce qui m'a poussé à me former à l'hypnose il y a une dizaine d'années environ. Il est sans doute utile de préciser que j'ai une formation initiale de chercheur en neuropsychiatrie avant de faire des études médicales de chirurgien dentiste. Ma démarche se voulait donc scientifique. J'ai multiplié les formations, les congrès, les lectures, mais je n'étais pas satisfait par les réponses, les théories, les interprétations. Je connaissais bien des techniques, beaucoup de scripts, mais j'avais le sentiment d'être passé à côté de quelque chose que j'étais venu justement chercher. L'hypnose m'échappait. En 2018, nous sommes à Saint-Malo dans un congrès, un de plus. Je m'ennuyais un peu en conférence plénière lorsque ma voisine m'a poussé du coude. « Je vais voir Gaston Brosseau après. Vous ne le connaissez pas ? Il faut absolument venir le voir. » Sans attente particulière, j'ai poussé la porte d'une petite salle où s'entassait déjà pas mal de monde. Et là, le choc. Pas de script, peu de paroles, des contacts avec le patient et puis beaucoup d'humour. J'ai aussitôt eu la piqûre, comme on dit au Québec. Je n'ai pas compris grand-chose, mais je savais que j'étais au bon endroit avec la bonne personne. Nous sommes revus d'année en année, de congrès en congrès, et progressivement, sa rhétorique et sa philosophie ont fait sens en moi. Avril 2024. Je pars avec mon caméraman Camille Longefay à Montréal pour suivre Gaston Brosseau dans son quotidien pendant une quinzaine de jours. Nous réalisons évidemment des interviews classiques, mais surtout nous partageons de bons moments et beaucoup de discussions libres. À 84 ans, il est temps de lui donner du temps pour fixer sa philosophie sur la pellicule, comme il l'avait fait pour Françoise Dolto dans les années 80. Gaston Brosseau surprend toujours. Et cela n'a pas manqué encore une fois. À mon arrivée, il vient me chercher avec une Mercedes sportive de 250 chevaux qu'il conduit avec aisance dans la circulation dense. Visiblement, il n'a rien oublié de ses compétences de pilote lorsqu'il était jeune. Ouais, mais écoute, je trouve que je suis dans les limites de la responsabilité sociale. Je fais pas de... Je fais aucun acte délinquant. Tout est bon. Quel est le programme là? Là, on s'en va sur la rive sud, on s'en va chez Barbies. C'est un restaurant populaire, mais c'est plutôt l'endroit où on va rencontrer les copains. Mon groupe qui joue au golf avec eux autres depuis des années. Beaucoup d'années. J'ai commencé à jouer au golf à 13 ans. Donc, cette année, ça va faire 71 ans que je joue au golf. Et je me sens incroyablement sur une autre planète quand je joue au golf. On décroche complètement de la réalité du quotidien. Ah, parfait. Tu vois, il est parti à la même direction. Oui, alors tu vas te prendre... T'as le droit de faire ça ? Là. Si tu as bien frappé, tu t'en fous, la balle, elle va être à bonne place. Mais tu regardes où ? Devant toi ? Ben non, moi, je regarde jamais ma balle. Je regarde ma balle au plancher, mais regarde. Regarde, là, je finis, là, mon épaule. Et tu finis où ? Tu finis là ? Bon, c'est bon. Vas-y, doucement. Bon, vas-y. Et papa frapper le terrain, c'est pas grave, on l'a payé. Wow! Là, tu viens d'avoir la piqûre. Non, mais surtout, j'ai failli tuer les gens parce que c'est pas du tout là que je voulais aller, là. Moi, je voulais aller là. Hey, tu vas t'excuser, là.
toutes les personnes qui ont suivi une formation avec Gaston Brosseau connaissent sa passion pour le golf et le rôle qu'a joué ce sport dans la genèse de sa brossosphère. Je n'avais pas fait de golf depuis plus de 30 ans et c'est avec beaucoup d'appréhension que je me suis retrouvé sur un green avec lui. Ce qui m'étonne encore, c'est le plaisir que j'ai pu ressentir à frapper correctement une balle et la voir s'envoler dans la bonne direction. Ce geste parfait, totalement libéré de la technique, nous rappelle ces moments extraordinaires où, avec nos patients, nous savons que nous sommes totalement présents à eux et que nous avançons ensemble vers le changement. 4h34 à jouer au golf et nous jouons en temps réel environ 2 minutes et 10. Si on prend l'élan et le temps qu'on se met sur la partie, la surface pour poter, ça dure 2 minutes et 10 et on est 4h31 minutes à rien faire. D'où là mon concept de ne rien faire. C'est merveilleux. Mes laborieuses lectures sur l'hypnose et mes nombreuses formations se résument dans l'un des aphorismes préférés de Gaston Brosseau. Plus l'induction est longue, plus elle traduit l'inconfort du thérapeute. Au golf, 0,4 secondes suffisent à frapper la balle, ce qui détermine à la fois la direction et la distance qu'elle va parcourir. Pourquoi en faudrait-il plus en hypnose ? Mais cela suffit-il ? Je te disais que pour être bon thérapeute, il s'agit tout simplement d'avoir juste un peu moins de préjugés que la personne qui vient vous voir. J'ai pas dit qu'on n'a pas de préjugés. J'ai dit qu'on ait des préjugés qui soient moins lourds à porter. On ne peut pas se défaire des préjugés, c'était possible. Enfin, voilà. Le qualificatif qui revient le plus souvent dans la bouche de ceux qui ont rencontré Gaston Brosseau, c'est hors du commun, extraterrestre, conférencier hors pair, et puis aussi farceur. Lorsque François Roustang le rencontre pour la première fois au début des années 90, il reconnaît immédiatement en lui un alter ego. Lui, le théoricien de son propre aveu incompris, identifie en Gaston Brosseau le clinicien qui aurait tout intégré de sa rhétorique sans l'avoir jamais lu. Et il lui attribue fort justement la paternité du fameux exercice « Ne rien faire » dans la préface du livre « L'hypnose 2.0, une réinitialisation de nos 5 sens ». Pour l'un comme pour l'autre, l'hypnose repose sur une réinitialisation des 5 sens et un constat fondamental. La guérison n'est pas d'ordre mental, mais vital. Gaston Brosseau va encore plus loin, avec des inductions en 0,4 secondes, faisant la démonstration que les nano-inductions sont la clé d'une hypnose qui, selon lui, relève du réflexe. Encore aujourd'hui, ces concepts paraissent révolutionnaires. Interviewer Gaston Brosseau n'est pas si simple. Pendant la quinzaine de jours que j'ai passé avec lui à Montréal en avril 2024 avec mon caméraman Camille Longefay, nous avons pas mal discuté de façon très libre. Les images que vous allez voir ne prétendent pas représenter totalement ni la pensée ni l'homme qu'il est. C'est avant tout un témoignage, une causerie comme on dit au Québec. J'ai même cédé à la tentation de jouer au psychanalyste avec lui en l'installant sur un divan. Peine perdue. Gaston reste impérial. Alors, j'aimerais quand même que tu nous parles de ta rencontre avec l'hypnose parce que je crois me souvenir que tu m'avais dit qu'au départ, tu n'étais pas franchement favorable à l'hypnose et que tu avais eu beaucoup de difficultés à y arriver. Exact. J'étais 15 ans comme aidant, comme psychologue, sans utiliser l'hypnose. Comment ça t'est arrivé? Tout simplement, c'est que le président de l'Ordre des psychologues au Québec était un individu qui était considéré. Là, on n'avait pas de doute sur sa qualité. Et il avait déposé une thèse de doctorat sur l'hypnose et
l'inoptisabilité des schizophrènes. Le hasard a voulu qu'ils viennent dans la région où j'étais, accompagné d'un autre psychologue qui est devenu président aussi. Donc, ils avaient une notoriété, on n'avait pas à se poser de questions, on savait que c'était des gens respectueux, puis deux universitaires établis. Puis ils viennent nous présenter une demi-heure, un 3/4 d'heure dans une conférence sur l'hypnose. Puis ils nous font faire le test connu à l'époque là, de Stanford. Et moi, je m'aperçois que dans les différents éléments qu'ils nous proposent, ça marche à condition que toi, tu décides que ça marche. Et là, moi, je trouve tout de suite le hic, puis j'ai dit, minute papillon, c'est bien beau votre affaire, mais ça fonctionne à mesure que moi, je décide que ça marche. Alors, le rapprochement des mains comme ça, puis la lévitation de la main, puis ils nous font les différents exercices de Stanford. Et là, heureusement, l'animateur, le responsable de la conférence, il dit « Vous avez raison, M. Brosseau. » Alors là, ça m'a rassuré de dire « L'hypnose n'existe pas. Ce qui existe, c'est simplement le rapport, la façon que toi, tu lui donnes ce pouvoir-là à l'hypnose. » Et je suis resté toute ma vie sceptique par rapport au phénomène hypnotique, malgré tout ce que j'ai entendu, lu, écouté, analysé, tout ça. Et toute ma démarche a été de dire, est-ce que je peux réduire l'hypnose à son essence même? Alors, toute ma recherche en hypnose a été de darwiniser l'hypnose, comme je le dis dans mon livre. Supprimer tout ce qui est inutile envers et contre tous. Parce que là, je touchais à des dogmes dans l'hypnose. Je touchais à des choses capitales enseignées par des gens sérieux. Puis je disais, ça ne tient pas la route votre affaire, puis je vais vous le prouver. Et de fil en aiguille, je suis arrivé à réduire l'hypnose à 4/10 de seconde et silencieusement. Je ne pouvais pas aller plus loin dans le scénario de désacraliser le monde de l'hypnose. Et j'en suis fort aise. Puis l'avantage, c'est que mon modèle fonctionne. L'histoire de l'hypnose est jalonnée d'une succession de révolutions. 1779, Franz Anton Mesmer publie son mémoire sur la découverte du magnétisme animal. Fin 19e, l'opposition entre l'école de Charcot, partisan d'une hypothèse neurologique, et celle de Bernheim, partisan de la suggestibilité. Les années 50, avec le médecin psychiatre américain Milton Erickson et sa notion de ressources du patient. La 4e révolution est le fruit d'un psychologue québécois qui développe dans les années 2000 les nano-inductions et les inductions silencieuses, c'est Gaston Brosseau. Quelqu'un qui m'écoute ou lit mes trucs, il me dit comment ça fait qu'il peut travailler d'une façon aussi expéditive? C'est qu'on vient de créer une alliance thérapeutique en l'espace de quelques instants qui peut prendre en analyse plusieurs mois. Et je sais de quoi je parle. Et là, en l'espace de 2 ou 3 minutes, les gens me disent souvent, on dirait que ça fait des mois qu'on se connaît. Alors qu'il y a à peine 2 ou 3 minutes, nous étions des étrangers. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce qu'on a besoin de faire de l'hypnose plus que ça? La personne est là, je suis là, j'ai rien à dire. Elle s'aperçoit qu'elle n'a pas grand-chose à dire, sinon qu'elle va mieux. Et c'est pour ça que la personne vient de comprendre quelque chose de fondamental dans sa vie. On n'a pas besoin d'une thérapie à long terme pour changer ce qu'on veut tout de suite. Puis c'est simplement ce rôle de passeur qu'on est comme aidant qui fait que la personne déclenche en elle une envie d'aller mieux. Je dis des mots très, très simples. J'embarque pas des considérations analytiques très profondes. Mais la personne comprend, là,
coudonc, là, j'ai une vie à vivre, qu'est-ce qui m'empêche d'aller mieux? La gestion de la douleur, j'ai travaillé avec la douleur quasiment toute ma vie. C'est étonnant que des douleurs aiguës ou des douleurs résiduelles de longue date s'estompent. On pense que c'est de la magie. Non, non. C'est que la personne, tout à coup, se réinitialise en dedans d'elle, se réincorpore, va chercher ses sensations. Je m'intéresse à la psychanalyse parce que François Roustan, en son temps, l'avait abandonné pour des raisons d'efficacité lorsqu'il a découvert l'hypnose. J'interroge donc Gaston sur sa propre expérience de la psychanalyse et le rôle qu'elle a joué sur sa pratique et ses théories. Oui, je suis allé en analyse à l'université parce qu'on nous insistait beaucoup. On souhaitait en psychologie qu'on fasse une démarche analytique, ce que j'ai fait, et j'en suis fort aise. C'est intéressant l'analyse à condition qu'on sache s'en sortir. Et c'est arrivé d'une façon assez singulière, la façon que c'est moi qui ai choisi à un moment donné. Je dis, bon, tout est bon pour moi. J'ai arrêté de prendre des rendez-vous. C'était fini. Puis c'était correct. Ça n'a pas été un traumatisme. Oui, j'imagine un peu le désarroi de ton analyste, parce que tu as dû lui faire passer des moments assez terribles. Finalement, il devait être désespéré de trouver quelque chose de pathologique chez toi. Il a bien trouvé quelque chose. Tu en as fait combien de temps d'analyse? Je dirais, je regarde ma période universitaire en tout, ça peut être touché 7-8 ans. Quand même. Et je pense que j'ai trouvé ça bien cool parce qu'il s'endormait des fois. Puis j'avais bien du plaisir avec ça. Ça a l'air drôle, là. Mais j'embarquerai pas dans les détails. Mais j'avais demandé à Dolto cette phrase-là, incroyable. J'ai dit, dormez-vous en thérapie avec vos enfants? Elle dit, sûrement. Mais j'ai dit, alors, ben, elle dit, ça appartient à l'enfant si je dors. J'avais trouvé ça très rationnel comme réponse. Mais j'avais eu le plaisir avec Dolto de parler de cette dimension qui est commune chez beaucoup d'analystes, de s'endormir. Puis, bon, c'est resté là. Mais Dolto a dit, on ne m'avait jamais posé la question. Ben, je vous l'ai posée. L'exercice ne rien faire dure de 5 à 6 minutes. Pour des raisons pratiques, je ne vais vous en présenter que quelques extraits qui seront commentés au fur et à mesure par Gaston lui-même. On va faire un exercice qui est un exercice qui a été inventé par un psychologue québécois, Gaston Brosseau, qui parle comme ça, tu vois. Et tu vas l'expérimenter comme ça avec moi. Et ce qu'on va faire, c'est que dans un but un peu didactique, je vais te le présenter tel qu'il a été énoncé et proposé par Gaston Brosseau, pour que ce soit le plus pur et précis possible, d'accord? Donc installe-toi le plus confortablement possible dans ton fauteuil. Quand tu es bien, tu te sens bien placé, ce que je te propose, c'est de fermer tranquillement, volontairement tes paupières. Très bien. Et maintenant que tu as fermé tes paupières, que tu as installé confortablement, je te propose de ne rien faire. Ce qui est intéressant, c'est que c'est peut-être l'exercice où j'ai eu le plus de retours dans toute ma carrière. Autant de mes collègues que des gens qui l'ont pratiqué. C'est devenu un exercice universel dans le sens que c'est un prétexte pour beaucoup de mes collègues maintenant d'amorcer quelques rencontres, que ce soit en thérapie.
Ne rien faire, cela signifie que tu n'as même pas à m'écouter. Sois rassuré qu'une partie de toi demeure à l'écoute de ce que je vais te dire, et c'est amplement suffisant. Tu as le loisir d'aller te promener intérieurement où tu le désires. Sens-toi libre de toute contrainte. Tu vas demeurer lucide et ton état de conscience sera entièrement sous ta gouverne tout au long de cet exercice. Et moi, ce que j'ai observé d'une façon très tangible, c'est que c'est comme si on avait tout dit en faisant rien. Les gens me disent, me répétaient toujours, évidemment, je leur demandais toujours cette question, comment vous vous sentez? Et impérativement, tout le monde répondait, détendu, relaxé, tous des synonymes des effets observables d'une période de relaxation. C'est en fait un exercice d'anti-relaxation. C'est qu'on ne demande pas à la personne d'atteindre aucun objectif. Et si les gens relaxent, c'est que j'aime dire que c'est dans la performance de l'humain de toujours se fixer inconsciemment un objectif que je ne demande pas de faire. Je répète, ne rien faire peut-être 12, 13, 14 fois, puis malgré ça, les gens se sont fait un devoir de relaxer. Et contrairement aux exercices connus en relaxation, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec observable. Parce que les exercices connus de Jacobson, de tous les maîtres à penser dans la relaxation, moi, j'observais à l'époque que beaucoup de gens, ça leur créait plutôt une tension parce qu'ils n'arrivaient même pas à se relaxer. Alors, c'est de là qu'est m'est venue l'idée, saugrenue peut-être en premier lieu, pourquoi qu'on leur demanderait pas de faire le contraire, ne rien faire. Et à ce moment-là, on verrait bien ce qui va se passer. Et le merveilleux est parvenu parce que ces gens-là, je ne me rappelle pas d'avoir vu quelqu'un un commentaire négatif. Les gens nous disent oui, je suis plus détendu, je suis plus relaxé, même si on a insisté pour pas qu'ils se relaxent. Tu ne fais rien. Tu n'as aucun effort à faire pour te détendre. Tu ne dépenses aucune énergie à tenter de te relaxer. Tu ne fais rien. Les économies d'énergie à ne pas te détendre, à ne pas te relaxer, s'accumulent en toi au même titre que les énergies que tu accumules dans ton sommeil. Le fait de ne rien faire en ce moment te procure une réserve d'énergie qui te sera accessible quand tu en auras besoin. La capacité d'entrer en contact avec soi à travers nos sens. Je trouve que l'exercice rejoint tous les attentes possibles, et quelle que soit la culture de la personne, ses origines, les gens se reconnaissent facilement parce qu'on ne dépasse pas. Et l'important de signaler que notre vie ne tient qu'à chaque respiration qu'on prend. Si occasionnellement, pratiquant cet exercice, tu ressens un quelconque malaise, une irritation, une tension dans une partie de ton corps, un mal de tête, une nausée, l'apparition d'une quelconque douleur résiduelle ou quoi que ce soit, tu ne fais rien d'autre que de les identifier, de reconnaître leur présence. Mais tu ne fais rien pour les diminuer, les éliminer, les nier ou les déplacer. Encore une fois, tu ne fais rien. Tu ne fais aucun effort pour te détendre. Tu ne dépenses aucune énergie à tenter de te relaxer. Tu ne fais rien. J'ai l'impression chaque fois de me mettre dans une situation hypnotique moi-même particulière. C'est-à-dire que je me mets dans une disposition en même temps que le patient.
un petit peu comme si le fait de lire le texte me mettait dans une prédisposition. On a les deux composantes de base, je pense, qui est non contestable, pour glisser dans une transe hypnotique. Premièrement, j'abandonne mes résistances. On s'entend que je demande aux gens, là, vous faites rien. Et cet abandon des résistances est précurseur de lâcher prise. Et ces deux composantes-là me donnent la voie royale pour atteindre la transe hypnotique. Ça veut dire qu'en faisant rien, on ne fait même pas d'hypnose, puis en même temps, on en fait parce qu'on ne sait plus lequel des deux dimensions est privilégié. Et c'est pour ça que très rarement, après avoir fait cet exercice-là, souvent les gens nous disent ça va. Chaque respiration est une confirmation que nous sommes vivants. Alors, si nous voulons réinitialiser notre vie, prenons conscience qu'à chaque respiration, nous pouvons redémarrer à neuf et ainsi améliorer notre qualité de vie comme cela nous plaît. Libre à toi d'ouvrir tes paupières quand tu en sentiras le désir. Libre à toi de te faire tes propres suggestions en fonction de la qualité de vie que tu aimerais posséder. Et lorsque tu ouvriras tes paupières, tu seras en pleine possession de toutes tes habiletés physiques et psychiques. Tout est, on dirait que les gens ont intégré tout ça. Et ça prédispose la personne à l'entrevue qui va suivre, parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Il y a quelque chose de... On a installé la table. Il reste seulement qu'à écouter la personne où elle veut aller. Le psychologue, il n'y a plus beaucoup d'énergie à dépenser, là, une fois qu'il a fait ces quelques minutes-là. Et c'est ça le constat que j'ai eu le plus souvent de mes collègues, surtout les patients. Ils ont dit, écoute, on fait quoi maintenant? J'ai compris. J'ai compris, c'était à moi de rendre ma vie comme je voudrais qu'elle soit. Je me réinitialise. Alors, tout ça, ça a amené le contexte et le prétexte. Ça, j'avais écrit ça quand même au début des années 2000, que j'ai reformulé dans mon livre en 2011, sous le titre L'hypnose, une réinitialisation de nos 5 sens, qui est une suite logique à cet exercice-là qui avait été publié une première fois en 2005 officiellement. Mais j'avais utilisé ça plusieurs années au précédent. Et quelqu'un en autorité m'a dit, écoute, là, travaille cet exercice-là, il y a quelque chose d'important dans ça. S'il me restait quelque chose dans ma vie, c'est ce ne rien faire là. C'est pas rien là, de ne rien faire. C'est d'arriver, comme je dis, à domestiquer l'ego. Domestiquer l'ego, ça veut dire là, le remettre à sa place, parce qu'on comprend dans la vie que le jour que je ne fais rien, j'ai pas besoin de prouver à mon petit copain qu'on en vaut la peine. On accepte la vie telle qu'elle. On est vivant. Et le reste n'est que plénitude de se faire plaisir avec le reste. Mais le jour qu'on atteint ce niveau de détachement-là, c'est drôle comment les choses se placent à notre goût. Si on pouvait faire un exercice de ne rien faire à chaque instant, on n'aurait pas besoin de psychologue. On serait tous réinitialisés à l'image de ce qu'on veut avec nos 5 sens, qui nous donnent une lecture de notre réalité. Ces 5 sens-là, ils s'atrophient avec la vie. Mais plus qu'on avance dans la vie, je trouve ça étonnant parce que je suis rendu à cet âge-là où le détachement est encore plus facile. On attend moins, on est plus là. Alors, c'est ça de ne rien faire pour moi. C'est cet aboutissement-là, puis la vie m'a permis de me rendre aussi loin pour en profiter. Dans tes écrits, tu insistes plusieurs fois sur le fait qu'il n'y a finalement pas d'intérêt en hypnose
à fermer les yeux. Et tu parles plusieurs fois de la possibilité de faire de l'hypnose les yeux ouverts. Bon. Dans l'exercice ne rien faire, tu proposes quand même de fermer les yeux. C'est intéressant. Parce que pour moi, cet exercice-là, à la base, n'était pas un exercice d'hypnose. Je voulais au moins ne pas trop déstabiliser les gens parce que quand on fait de la relaxation, chez Jacobson, etc., on demande aux gens de prendre une position, fermer les paupières, etc. Alors, j'ai été chercher les gens où, culturellement, les gens se retrouvent toujours en relaxation. Ce qui me différencie de l'hypnose, c'est qu'en hypnose, je travaille les yeux ouverts, justement, pour déstabiliser maintenant la personne, je leur demande de garder les yeux ouverts. Beaucoup les ferment quand même, donc je n'interviens pas. Si dans leur perception d'hypnose, dans leur préjugés ou quoi que ce soit, on n'intervient pas. Mais si la personne garde les yeux ouverts, bon, elle est confortable avec ça. Moi, c'est pas important qu'il garde ou pas les yeux ouverts. Ça veut dire que les gens sont déjà dans le mode dire est-ce que c'est de la vraie hypnose que je vais faire? Ils me demandent de garder les yeux ouverts. Déjà, là, je viens de les faire basculer dans un monde que je veux qu'ils atteignent rapidement. Et c'est une astuce que j'utilise parce que déjà, ils sont prêts à partir avec le préjugé. S'ils ont un préjugé vis-à-vis de l'hypnose, on dit bon, on ne fera pas d'hypnose, on a les yeux ouverts. Et ça fonctionne. C'est ça qui est malin dans mon affaire. La 1 au coin. La 1 au coin. La 1 ou la 10? La 1. Impeccable. Impeccable. C'est comme ça qu'on joue. Et là, je joue que je la tienne mieux, la alors, moi. 4 au coin. La 4 au coin. Regarde ça, c'est beau. Impeccable. Oh! C'est beau, hein? Ouais, c'est Et beau. là, je vais jouer la 6 au coin. D'accord. Ça, là, c'est professionnel. D'accord. Et là, qu'est-ce qui se passe, Bon, là, c'est balle en main. Tu la mets où tu veux, à l'intérieur, ici. D'accord, OK. Quand j'écris aujourd'hui, là, j'écris, par exemple, actuellement sur le neurocognitif chez les gens de mon âge. Alors, je suis prêt d'écrire ce qui m'en reste. Et c'est tellement drôle. Puis, il y a un côté humoristique que je développe dans ça. L'autodérision de s'apercevoir l'abandon progressif de nos 5 sens, comment la déperdition se produit. Et ça devient rassurant d'être assez lucide pour s'en apercevoir que la limitation s'installe progressivement, puis être capable d'en sourire. C'est une façon peut-être, je dirais, rationnelle d'aborder le vieillissement en s'en moquant. Je suis confortable dans ça. J'ai trouvé ça comme porte de sortie progressivement dans ma vie. Cette capacité d'autodérision, de la déperdition sensorielle. Et Dieu sait comment j'ai toujours senti que j'étais très habile, très affûté. Puis là, je me regarde aller, puis je dis, oh, on fait plus ça, Gaston, comme ça. On prend plus de temps, puis on oublie plus de choses, il y a plus de blanc. Et ça explique pourquoi je ne veux plus enseigner. J'ai l'impression de toujours avoir fait et dit les bonnes choses au bon moment. Et aujourd'hui, j'aurais l'impression qu'il y aurait des blancs qui s'installeraient, puis j'aurais le fou rire. Et surtout les gens devant moi, ils diraient, bon, il n'est plus là. Alors, pour éviter ça, élégamment, on l'écrit. Puis quand on ne s'en vient pas, on laisse des blancs, puis on continue. Alors, c'est ça. Je trouve que c'est ça qui me fait sourire aujourd'hui, c'est notre limitation qui s'installe. Puis ça me fait pas peur. Ça me conforte.
dépasser la performance, dépasser le rejet, dépasser l'inquiétude, la solitude et la séduction. Je mets en ligne tout ce que j'ai écrit. C'est vrai que c'est pas évident de travailler avec Gaston Brosseau. Hein. Je crois qu'il a réussi à déstabiliser beaucoup de monde, mais là, je l'ai dans mes filets, je le lâche plus. Nous sommes dans une époque de neurosciences triomphante. Le mouvement ne date pas d'hier. Les coûteuses et récentes recherches avec des PET scans ont objectivement beaucoup contribué à la crédibilité de l'hypnose en mettant en évidence des activations spécifiques au niveau cortical. Mais finalement, peu à la compréhension du phénomène et encore moins au niveau thérapeutique. La pratique de l'hypnose vit une mutation importante, initiée voilà une vingtaine d'années au Québec et pressentie déjà par Milton Erickson. Elle repose sur de nouveaux paradigmes, et notamment l'abandon des scripts, les nano-inductions, la valorisation de la présence du thérapeute. Elle suppose surtout de privilégier le vital au mental. Cette troisième révolution n'est pas facile à mettre en œuvre, car elle rencontre beaucoup de résistance, tant elle remet en question nos pratiques et nos croyances. Économie de moyens, optimisation des ressources, autonomie. La pensée de Gaston Brosseau nous apparaît définitivement écologique et très moderne. Une hypnose 2.0. Mais les 4 composantes que je dis toujours, là, dépasser la performance pour faire place à la présence, c'est fondamental. Si vous êtes présent en thérapie, vous n'avez pas besoin d'être performant. Il ne se passe rien d'autre de ce qui doit se passer. Dépasser le rejet. Pensez que, comme thérapeute, vous allez être rejeté à chaque fois qu'une thérapie se termine bien ou pas, on vous rejette. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le rejet, changez de profession. Troisièmement, la solitude. Savez-vous qui est plus solitaire qu'un psychologue? 2 psychologues. Parce qu'on n'a personne en arrière de nous autres. On est tout seul avec soi, puis la personne qui est avec vous devant vous. C'est étonnant comment on devient... on se donne un doctorat en solitude d'être un psychologue. On ne peut pas communiquer avec des gens. Beaucoup de gens ont pas dans notre vie à cause du code d'éthique. Et cette solitude-là fait que vous avez comme ressource vous. Et ça ne fait pas nombreux là, sur la planète. Il faut que vous soyez à l'aise avec vous-même. Cette solitude-là. Puis finalement, quand je parle de la séduction, vous avez compris que si on joue cette corde-là, vous allez peut-être avoir une clientèle qui vous supporte longtemps, mais c'est pas mon but. Moi, j'ai vu plus que 20 000 patients. J'ai été rejeté 20 000 fois, là. Puis je demeure de bonne humeur. Parce que c'était pas important qu'ils m'acceptent ou ils me rejettent. J'étais là pour eux autres, ils n'étaient pas pour moi.